Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Éric Barrette. Bienvenue à La Convo, un podcast qui vous présente des conversations avec les gens de tous les horizons qui vous partagent passion, projet et cheminement de vie. Chers auditeurs, je veux vous inviter à nos 2 soirées Tuc pour rire, des soirées d'humour qui se déroulent à la brasserie Tuc de Brou à Embrun, dans l'Est ontarien. C'est une collaboration avec Tuc de Brou, Visibly, Les Vêtements TK et Boss Fortin et on vous présente les humoristes de la relève de la région. Vous allez voir qu'il y a du talent et vous allez beaucoup rire. Je vous invite à acheter vos billets dès maintenant. Vous pouvez visiter tucdebrou.ca ou le lien devrait être dans la description du podcast que vous écoutez en ce moment. Mais faites vite parce que les places sont limitées. J'espère vraiment vous voir là. Ensemble, on va pouvoir rire et prendre une bonne bière ensemble. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ICTIN.US. Éric Barrette est un descendant du fondateur de l'Ordre de Jacques Cartier, mieux connu sur le nom de la Patente, une société secrète qui a permis aux Canadiens français de se tailler une place à plusieurs niveaux. Vous comprendrez que pour Éric, la francophonie est un fil conducteur tout le long de son cheminement, que ce soit par ses implications communautaires, à la radio et même dans sa carrière. Je vous invite à découvrir un gars pour qui culture égale partage. Voici La Convo avec Éric Barrette. Éric Barrette, merci de m'accueillir chez toi pour La Convo. Ça me fait plaisir. Bienvenue chez nous. Là. Tu peux voir, c'est ici que ça se passe, ma vie. Là. Ben oui, c'est ça. On est présentement à Vanier, dans une rue à Vanier. On ne dévoilera pas tous les détails. Dans une belle rue à Vanier. Oui, c'est ça. Un beau coin. Vanier, pourquoi Vanier? Qu'est-ce que tu aimes de Vanier? Ben, ce que j'aime de Vanier, étant francophone, de toute l'histoire francophone qui vient avec Vanier, puis par hasard, j'ai fait quand même plusieurs villes au courant des 10 dernières années. J'ai habité à Ottawa pour mon bac, après ça, je suis allé à Sherbrooke, je suis allé en France, je suis allé à Montréal, je suis revenu à Rockland où j'ai grandi, je suis allé à Hull, et éventuellement, j'ai choisi de m'établir ici pour revenir en Ontario, et en étant relativement proche, je trouvais que c'était comme un endroit quand même intéressant, là. Puis il faut dire aussi que c'est ça, là. C'est le genre d'endroit... Je te disais tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, comment j'aime Vanier aussi. Il y a ce petit côté historique-là à Vanier. Il y a un feeling quand t'es à Vanier. Mais justement, parlant d'histoire, si on revient à Vanier, il y a une rue Barrette un peu plus loin ici dans Vanier, là, près de Beechwood, la 2e rue derrière Beechwood. Mais ça, c'est vraiment une rue qui a été nommée en l'honneur de mon arrière-grand-oncle. Ah, sérieux? Hein? Ouais, qui était... En fait, c'était le parrain de mon grand-père. Parrain de mon grand-père, puis son nom c'était François-Xavier Barrette. Il était prêtre à la paroisse Saint-Charles, puis il y a une murale de lui au coin de Saint-Charles, puis marié juste ici au coin. Puis c'est ça, il a fondé une société secrète, là, si jamais ça vous intéresse, tu en as sûrement déjà entendu parler, l'Ordre de Jacques Cartier. Ton arrière-grand-père fait partie des fondateurs? Ben, c'est un des fondateurs, dans le fond. Là, si on vérifie, tu as François-Xavier Barrette, puis d'autres. Quand il y a il y a une photo de groupe historique là, en face de l'église Saint-Charles. Est-ce qu'il est là-dedans? Photo de groupe historique, je ne sais pas de quelle on fait allusion. La photo qu'on voit souvent, comme la photo d'archives, il n'y en a pas tant que ça, on s'entend dans ces années-là. Oui. Par exemple, si tu vas au musée au parc, la photo qu'ils utilisent, c'est genre une rangée de gens avec un monsieur en soutane. Là. Oui. Le curé au centre, c'est lui, là, c'est François-Xavier Barrette. Puis c'est quelqu'un qui avait quand même la main assez longue dans Vanier, par exemple, puis il construisait aussi des maisons. Il était contracteur. Mais dans ce temps, c'était un curé? C'est un curé, oui. Qui était contracteur. Monseigneur Barrette, okay. Là, c'est ça. Donc, en plus d'être à l'église, il y avait des entreprises. Il y avait des entreprises, il y avait des ententes avec le clergé, je pense, pour la répartition des biens, étant donné que tu n'es pas supposé d'appartenir des choses concrètes. Mais par exemple, la maison qui est à côté de chez moi a été construite par lui. C'était son modèle, des maisons à toit plat. Tu en as plusieurs dans Vanier. Qui a quand même eu une influence. Puis je trouve ça drôle de revenir quand même par hasard, mais en sachant ce parcours-là de François-Xavier Barrette en arrière. C'est un peu un héritage en quelque sorte. C'est un héritage en quelque sorte. Puis à chaque fois que je passe sur la rue Barrette ou peu importe où qui croise la rue Barrette, je me rappelle de ça. Puis en plus, avec sa photo au coin de Marié puis Barrette, comme
Je le vois à chaque fois que je passe. Parce que l'Ordre de Jacques-Cartier, peut-être pour les gens qui sont moins connaissants, c'est la société secrète qui a permis de positionner les Canadiens français à plein de niveaux en politique et en entreprise et à plein de niveaux. Donc, Exactement. On appelle ça la patente, en quelque c'est sorte. ça. Puis... On doit, je pense, même le Parti québécois la fondation est un héritage de ça aussi. Évidemment, je ne suis pas un expert de la patente. J'ai quand même fait un peu de recherche en sachant cette histoire-là. Mais c'est un peu ce qui a causé la dissolution, en fait, de l'Ordre de Jacques-Cartier. C'est, à la fin, il y avait quand même plusieurs milliers de membres à la fin à cette dissolution. Puis, il y a eu quand même un mouvement nationaliste québécois qu'on a connu qui s'est pas nécessairement infiltrés parce qu'ils défendaient les mêmes causes, mais qui ont divisé le groupe en quelque sorte, puis ça a fait en sorte que... Parce qu'ils voulaient que le quartier général qui était ici à Vanier déménage à Montréal, puis ça fonctionnait pas pour le reste du monde. Ça fait qu'il y avait des divisions à ce niveau-là. Puis ça a fait en sorte qu'on leur... on peut dire qu'ils ont influencé quand même beaucoup la société, comme par exemple, s'il y a du français sur les pièces de monnaie, sur l'argent, c'est grâce à eux. Les clubs Richelieu, c'est un peu leur legs en quelque sorte. Ça. Les clubs Richelieu, c'était le côté public de la chose, donc c'est là où on fait faire de l'influence publique, on rassemblait les gens, mais tout est fait en arrière, les stratégies. Là. C'est très intéressant. Puis si jamais vous allez sur YouTube, justement, si vous cherchez l'Ordre de Jacques-Cartier, il y a un documentaire, je pense que c'est Hysteria qui avait présenté ça, avec J.C. Lauzon, qui anime ça. C'est en 4 parties. Ça doit se trouver en une partie aussi sur YouTube, mais ça l'explique vraiment l'Ordre de Jacques-Cartier. C'est une 40aine de minutes. Puis c'est intéressant de voir. C'est bien fait. Ça l'explique. Ça l'explique quand même assez bien l'influence de l'Ordre de Jacques-Cartier. Si vous êtes un Canadien français, un francophone au Canada, peu importe la province, c'est à découvrir parce que ça a solidifié la communauté francophone au Canada pendant plusieurs années. Définitivement. Toi, tu viens de Rockland? Je viens de Rockland. T'es né dans ce coin-là, t'as grandi dans ce coin-là? Je suis né à Rockland. J'ai passé la majorité de ma vie, je te dirais, jusqu'à l'avant-dernière année de mon bac, jusqu'à 22-23 ans. J'ai resté à Rockland, puis je suis déménagé à Ottawa pour finir mon bac. Puis après, j'ai déménagé ailleurs, mais j'ai quand même grandi à Rockland. On va voir tantôt, là, tu as plusieurs flèches à ton arc. Tu fais plusieurs choses, tu t'es promené, tu as un parcours que j'ai eu la chance de voir un peu ton CV. Je demande toujours aux gens un peu, as-tu une coupe de guide ou un CV? Je peux juste voir à peu près ton processus professionnel. Ça donne une idée des fois sur ton parcours en tant que personne. Puis j'ai découvert des choses sur toi, là, j'ai hâte de discuter avec toi. Mais quand tu étais jeune à Rockland, quel genre d'enfant tu étais? Quand je suis un genre d'enfant, comme n'importe quel jeune qui grandit dans une petite ville, là, c'est de moins de 10 000. Je suis un peu plus gros aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même entre 8 à 10 000. Francophone, dualité avec les anglophones qui avaient quand même leur propre école secondaire, école élémentaire, qui a réussi à s'épanouir en français. Il faut dire que j'ai vraiment passé ma jeunesse à vivre de la francophonie. Sans nécessairement qu'on m'impose dans ce milieu-là. C'est juste que ça a donné que mon héritage familial faisait en sorte que j'écoutais la télévision en français. Le coin de pays aussi. J'écoutais de la musique. C'était un coin de pays qui était quand même assez francophone. Je suis allé à l'école secondaire catholique Lescale, puis j'ai été impliqué quand même dans la francophonie à l'école. Fait que ça a toujours été quelque chose dans ce coin-là qui m'a habité. Puis j'ai eu le parcours typique d'un jeune dans un petit village franco-ontarien. Moi, j'ai grandi à Lefebvre-Alfred, j'étais à l'école à Plantagenet, donc je connais bien. Une réalité similaire. Mi-chemin entre Montréal et Ottawa, donc on connaît pas trop ce que c'est d'être complètement... isolé du Québec ou complètement isolé de l'Ontario. Là. On vit sur les frontières. Puis Ce qui est le fun, c'est que la culture, je trouve que des fois, quand on jase avec des anglophones ou des francophones qui ont eu peut-être plus de challenge au niveau de vivre leur francophonie, là, on est capable de comprendre deux parties sans avoir été victime nécessairement. Nous, Moi, je dirais qu'on comprend l'influence anglo-saxon. Ouais. On est comme vraiment un mélange hybride entre un Québécois et un Canadien anglais. On se retrouve dans les deux. Il y a certaines traditions qui vont ressembler plus, par exemple, aux Canadiens anglais, puis d'autres qui ressemblent un peu plus aux Canadiens français, mais on comprend les deux réalités, ce qui est quand même un avantage, mais quelque chose d'intéressant pour un bagage. Moi, je me sens très, très, très francophone, zéro anglophone dans ma vie de tous les jours, sauf que des fois, il y a des morceaux de la francophonie dans lesquels
ça me parle pas. Puis il y a des morceaux du Canada anglais où je me dis, même si c'est en anglais, je me retrouve beaucoup plus là-dedans. Fait que c'est ça, les influences, ils viennent vraiment. Mais inversement aussi, il y a des choses que moi, par exemple, je sais pas si ça donne que tu écoutes CBC en fin d'après-midi, une émission comme Coronation Street, je me dis, qui écoute ça après 25 ans? Je comprends pas encore ce principe-là, qui est une émission canadienne avec des accents anglais. Il y a quand même des choses qui sont importantes pour les anglophones ou qui ont une influence pour le côté anglo-saxon, qui, moi, me parlent aucunement, même si on grandit. La même chose, c'est comme si tu écoutes du Radio-Canada puis ils ont l'accent un peu trop prononcé en français, c'est un peu ça aussi. Là. C'est plus ça de tous les jours. Là. Non, c'est certain. Ça, c'est un fait. Donc, toi, tu as grandi dans l'Est ontarien, tu as grandi à Rockland, tu es parti étudier à l'université. Puis, qu'est-ce que tu as été faire à l'université? J'ai étudié à l'Université d'Ottawa comme la majorité des gens de l'Est ontarien. Soit, si tu dépasses, mettons, Alfred, tu as environ 30% de chances que tu vas aller à Montréal ou à Ottawa, dépendamment. Si tu étais à Hawkesbury, mais là, c'était environ presque 50-50, mais moi, à Rockland, le choix était quand même simple. C'était 40 km. Je me dis, je vais aller à l'Université d'Ottawa. J'ai fait un baccalauréat en développement international et mondialisation qui m'a mené à pas nécessairement grand-chose par la suite, là, comme je ne savais pas exactement ce que j'allais faire avec ça en finissant mon bac. Fait que t'es déménagé où quand t'es venu à Ottawa la première fois? Dans Sandy Hill, comme tout bon étudiant. Okay. Là, je me suis installé sur Somerset, puis j'étais pas trop loin. Je manquais pas grand-chose sur le campus. Puis... Hey, La Rotonde, moi je suis curieux. La Rotonde, c'est un journal étudiant, mais qui aborde quand même des sujets politiques, qui aborde quand même, qui brasse des choses. Tu faisais quoi à La Rotonde? En fait, j'étais vraiment membre administrateur. Fait que j'ai été trésorier pendant environ 2 ans, peut-être 2 ans et demi, du conseil d'administration de La Rotonde. Fait que je voyais les enjeux, je n'étais pas nécessairement quelqu'un qui écrivait, mais des fois, ça me donne que je lis les pages de La Rotonde, puis je constate qu'il y a encore des gens qui ont des positions politiques assez claires, tant au niveau de la Fédération étudiante que tout simplement des politiques puis des cadres de l'Université d'Ottawa. La Rotonde sert beaucoup, je trouve, souvent, elle sert à dénoncer des choses, plutôt qu'être du journaliste pour informer. Il y a beaucoup on dénonce beaucoup, on brasse, on veut choquer, on veut... Surtout dans la section actualité, là, c'est l'heure fort, disons, de brasser des affaires. Puis, ça reste aussi que c'est un bon référent pour en apprendre sur la culture francophone à Ottawa puis dans le coin, parce que le bureau culture de la Rotonde fait en sorte qu'eux vont assister à des événements ici et là qui ne sont pas nécessairement couverts par d'autres médias. Fait que ça, c'est intéressant, mais ça n'empêche que c'est la voix francophone des élèves sur le campus. Sentais-tu qu'il y avait un intérêt des gens de l'Université d'Ottawa pour La Rotonde? Il y avait un intérêt, là, surtout quand on brassait vraiment des affaires, là, on sentait qu'il y avait des gens qui nous lisaient. Des fois, il y avait la section commentaires explosait sur le site. Mais ça reste que c'est comme, même si c'est sur un environnement fermé, l'université, ça connaît la même réalité que n'importe quel autre journal écrit papier de ce monde. Fait que ça devient de plus en plus difficile parce qu'il faut pas nécessairement rentabiliser la chose, mais ça coûte cher d'impression. Puis il y a des employés qui sont payés pour travailler à la Rotonde, etc., etc. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un intérêt, mais c'est dur à dire si c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est dur à dire si la Rotonde est aussi solide aujourd'hui qu'elle l'était il y a 25 ans. Il y a quand même des noms qu'on connaît, là, qui sont sortis de la Rotonde. On peut penser à Patrick Lagacé, par exemple, là, la personne qu'on dit toujours. Oui, c'est ça, le vedette. Là. La vedette de la Rotonde. Mais il y en a d'autres qui travaillent aujourd'hui en journalisme. Oui, j'en connais des... je ne pourrais pas t'en nommer l'autre, il ne me vient pas en tête, mais je sais que je connais du monde qui a fait de la Rotonde. Puis... Dernièrement, le journaliste qui s'est fait arrêter par la police de Gatineau, lui, c'est un ancien de la Rotonde, Antoine Trépanier. Il était là en même temps que moi. Sinon, Juliane Lapointe aussi, qui est ici. Mais ça remonte toujours à quand tu as un intérêt pour quelque chose, il faut que tu trouves des occasions pour faire du bénévolat ou même si tu es payé, mais il faut que tu te rapproches de ton but. Tu peux aller étudier, attendre d'avoir un diplôme ou un certificat ou peu importe. Par ça, tu dis, là, je suis un professionnel. Je pense que tu deviens un professionnel quand tu le veux vraiment avant même d'avoir le papier. Oui, en quelque sorte. Puis ça dépend aussi de ce qu'on entend par professionnel. Mes expériences de travail ont fait en sorte que je suis devenu un professionnel en ayant fait une maîtrise en gestion de l'environnement, en quelque sorte, là, gestion de l'environnement, du territoire et de la biodiversité. Mais aujourd'hui, si on regarde cette maîtrise-là, elle n'a pas nécessairement de lien direct avec ce que je fais dans la vie ou quoi que ce soit. Là, mais il faut quand même que tu aies un intérêt pour la nature, pour l'environnement, pour aller étudier là-dedans.
Oui, c'est un intérêt pour des causes sociales. N'empêche que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Ça me donnait une occasion d'aller étudier en France parce que c'était un double diplôme. Fait que je me dis, hey, je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne. J'avais appliqué à l'Université de Sherbrooke pour cette maîtrise-là. J'avais appliqué aussi à des maîtrises ici à Ottawa. Puis finalement, j'ai choisi celle-là parce que le double diplôme semblait attrayant, intéressant. Ouais. Puis tu sais, j'ai travaillé dans ce domaine-là en finissant, mais ça a fait son temps avant de revenir. C'est ça, parce que là, on parle dans quelle année? Là, tu finis ta maîtrise. Là, tu fais une maîtrise à Sherbrooke. Tu finis ta maîtrise vers quelle année? Je finis ma maîtrise en 2014. OK. 2014, j'ai fini ma maîtrise. Je fais mon mémoire de maîtrise sur un des sujets les moins intéressants du monde. Puis, c'est ça. Je suis Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fini, je fais mon mémoire de maîtrise. Puis après ça, je me suis dit, on verra ce que ça va donner avec le temps. Mais... Là, tu as travaillé pour des municipalités. J'ai travaillé pour des municipalités. Là. J'ai été inspecteur en environnement. C'est le genre d'emploi que tu... Partout où tu vas, personne n'est jamais content de te voir. Fait que je rencontrais pas trop souvent des gens heureux. Je me ramassais toujours à gérer des gens plus ou moins heureux et plus ou moins contents de me voir. Je fais ça pendant 1 an et demi, puis éventuellement, je me suis dit, tu sais, j'ai le goût de voir des gens un peu plus sympathiques. Puis j'ai quand même continué en environnement un peu. Je fais du développement économique, là, encore dans les collines de l'Outaouais, dans la MRC des collines. Ça a fait son temps, environ 1 an. Puis là, j'ai décidé de revenir vers l'Ontario, puis vers quelque chose qui m'a un peu toujours allumé, là, la francophonie. Certains, par exemple, quand j'étais allé étudier en France ou à Sherbrooke, j'étais comme le gars différent du programme en environnement où c'était... T'avais des couleurs qui... J'avais des couleurs différentes. Tu sais, je roule mes airs aussi. Comment... C'est ça. La première fois que je t'ai entendu parler, moi, je pensais que tu venais de, je sais pas, moi, d'une autre région de l'Ontario. Il y a des gens qui me disent l'Acadie, des fois, à cause du fait que je roule mes airs, des fois ailleurs en Ontario aussi. Puis, à ce point-ci, je peux pas vraiment dire que c'est dû au fait que je suis franco-ontarien. C'est ma mère, mon père, ma soeur, personne ne roule ses airs. Dans mon environnement immédiat, j'en reconnais peut-être 2, 3 qui roulent leur air, mais n'empêche que c'est pas quelque chose qui est si commun que ça. Fait que, je dirais plus peut-être que c'est un trouble de la parole que comme c'est un trouble de la parole qui a un accent en quelque sorte. Ça fait en sorte que j'ai juste pas appris comment faire un R à la même place que tout le monde, puis ça fait en sorte que je roule mes R. L'avantage dans tout ça, c'est que on peut te reconnaître facilement. Ben c'est ça, oui. Puis j'ai une voix qui est reconnaissable. Par exemple, j'ai fait de la radio là aussi pendant, mais je jasais avec quelqu'un la semaine passée que j'avais jamais vu de ma vie, puis il me dit, t'as déjà fait de la radio? Puis j'ai fait, ben oui, mais je me dis, je faisais de la radio communautaire. À quel point quelqu'un est capable de retracer ma voix à une émission de radio communautaire, puis il était capable de dire, ah, c'était ça le 819, puis j'ai fait, ouais, c'était ça le 819. Puis probablement à cause que je roule mes airs, puis c'est pas le genre d'accent ou de façon de parler qu'on entend tous les jours à la radio. C'est arrivé à quelques reprises aussi que des élèves m'ont reconnu en ayant écouté de la radio avec leurs parents en voiture ou quelque chose de genre. Fait que c'est ça, c'est une particularité. Ça me donne des couleurs. Là, puis ça faisait en sorte aussi que quand je suis allé étudier en France, par exemple, des fois, je me ramassais dans des bars, je parlais à des gens ici et là, puis à la fin, c'était pratiquement comme moi debout sur une table qui parle à des gens parce qu'ils veulent juste m'écouter parler, tellement que c'est coloré, puis comme je devenais en quelque sorte une bête de cirque, mais c'était quand même drôle, là, avec une coupe de bière, tu dis, ah ben... T'en prends avantage quand le moment il est là, hein? C'est ça, je me disais. T'as fait de la radio, fait que c'est ça, fait que dans le fond, ce que je voulais, on a vu que t'as travaillé en environnement, tu avais un attachement toujours pour la francophonie, l'Ontario, mais ce que je connais de toi, c'est que la culture, c'est super important pour toi. Puis je trouve que le mot culture, parce que je pense que j'ai eu le goût d'en parler avec toi avant d'aller un peu plus dans ton projet radio, parce que tu as quand même fait 4 ans. Oui, 4 ans, près de 200 émissions. Fait qu'on va parler un peu de parce que c'est quand même un travail phénoménal d'entretenir une émission de radio comme ça, 1 fois par semaine. La culture, pas juste la culture francophone en termes, mais qu'est-ce que ça veut dire culture pour toi? Mais la culture, c'est vraiment large. C'est tout ce qui anime un peuple. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Je donne comme exemple, en fin de semaine, je suis allé voir un gala de lutte amateur. J'avais jamais été voir ça de ma vie. J'ai vu tes stories là-dessus. C'est ça. J'avais jamais été voir ça de ma vie. J'arrivais très perplexe. Puis là, ma blonde est juste comme, vois ça comme de l'art, parce que c'est scripté, c'est défini d'avance comment ça se passe. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Mais moi, je me disais, je suis pas capable d'accrocher. Finalement, j'ai pas vraiment accroché, mais je me dis, ce genre de spectacle-là, ce genre de, on peut dire,
ce genre d'œuvre artistique parle à un certain public. Puis il y avait quand même 400 personnes pour de la lutte amateur à Puis il y en a qui se donnent. Hein, il y en a qui se donnent, il y en a qui sont vraiment dedans. Moi, c'était pas nécessairement un univers que je comprenais, mais je me disais, il y a des gens que c'est le genre d'univers qui les allume. C'est une forme d'art en quelque sorte. Puis tu laisses vivre. Tu dis que ça, c'est une culture? C'est de la culture en soi. La culture, c'est vraiment, ça ratisse vraiment, vraiment large. Puis de donner une définition pure et dure de la culture, ça devient difficile. Mais Parce que revenons, on va aller plus dans un terme franco-ontarien, qui est une cause dans laquelle tu sais, c'est ton gagne-pain en ce moment, la culture franco-ontarienne. Quand on parle de culture franco-ontarienne, est-ce qu'il y a vraiment une culture franco-ontarienne où il y a des cultures et la somme donne un tout, mais il faut le diviser par après? C'est vraiment la question qui tue. Est-ce qu'il y a vraiment une culture franco-ontarienne? Il y a définitivement une culture franco-ontarienne. Cependant, l'influence de la culture franco-canadienne dans son ensemble, que ce soit au Québec, qui est l'endroit qu'on pense facilement quand on parle de culture francophone, ou encore de l'Acadie, a vraiment une grosse influence, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, sur la culture franco-ontarienne. T'sais, on a définitivement des produits franco-ontariens, un style franco-ontarien, pas nécessairement comme en chanson, quoi que ce soit, mais il y a des choses qui sont faites exclusivement pour l'Ontario. Mais de dire qu'on est capable de mettre le doigt sur quelque chose qui fait partie de la culture franco-ontarienne, c'est un peu plus difficile que de dire, par exemple, on regarde la culture acadienne, où est-ce qu'ils ont vraiment un accent qui est identifiable la majorité du temps, d'être capable de dire c'est quelqu'un qui vient de l'Acadie, même s'il vient de différentes régions. Dans notre cas, c'est un peu plus difficile. Comme ça, on revient au fait que moi, qui roule mes airs, on ne sait pas si je viens de North Bay, on ne sait pas si je viens de l'Acadie, on ne sait pas si je viens d'Ottawa, on sait pas. Fait qu'il y a toute cette nuance-là qui est un petit peu moins claire de notre côté, mais de dire qu'on n'a pas de culture, je pense pas que j'irais jusque-là. On a quand même des produits, puis des choses qui nous assemblent. Puis même, ça va au-delà du fait d'être hors Québec. Au Québec, ils ont la même réalité, puis je suis quand même bien placé pour constater cette réalité-là. Je travaille à De La Salle. C'est une école secondaire. École secondaire, c'est ça, publique ici à Ottawa. La deuxième plus grosse école secondaire francophone en Ontario, avec 1400 élèves environ. Okay. Puis en forte croissance, mais il y a beaucoup, c'est très multiculturel. On parle d'environ 80 nationalités différentes qui sont représentées dans l'école. Puis c'est certain de dire que, par exemple, c'est quoi la culture franco-ontarienne? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une ceinture fléchée, qui joue du violon et la musique folklorique? C'est pas ça. C'est certain que si tu as quelqu'un qui arrive d'un autre pays ici, il va pas nécessairement s'identifier à ça. Puis quelqu'un qui a évolué dans ce monde multiculturel-là va peut-être s'identifier à un Maître Gims ou à un Black M ou à un artiste comme ça qui vient à bout de faire la musique pop qui ratisse vraiment large. Fait que de dire que c'est pas nécessairement quelque chose qui nous parle concrètement à cause que c'est pas ce qu'on a connu comme franco-ontario, comme on peut dire. C'est certain que c'est différent que ce que tu as connu sûrement à Lefebvre puis à Plantagenet ou ce que j'ai connu à Rockland, mais la réalité, c'est que la majorité, pas la majorité, mais tu as beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants qui s'intègrent à cette francophonie-là et qui, eux, viennent avec leur bagage. Là, moi, je le dis comme ça, puis je le vis de façon quotidienne parce que c'est ça ma job d'être animateur culturel, c'est de justement animer la vie culturelle dans une école. Puis je me dis, la culture franco-ontarienne vient avec le bagage de la personne qui vient du Djibouti, qui vient du Cameroun, qui vient d'Haïti. Tout ce bagage-là fait en sorte que c'est une plus-value pour la francophonie ontarienne. Puis le fait de célébrer le 25 septembre, par exemple, n'empêche pas le fait de célébrer la fête nationale du Djibouti ou la fête nationale du Rwanda. C'est juste que c'est un bagage en soi. Tu t'identifies à une nation qui est franco-ontarienne, qui est francophone sur un territoire qui est défini, puis tu amènes ton bagage qui vient avec toi, puis un n'empêche pas l'autre. Mais ça change un peu sur la définition de la francophonie parce que je peux pas juste m'asseoir puis faire écouter, je n'ai pas d'exemple concret, mais je peux pas juste m'asseoir pour faire écouter du Caïn, par exemple, à un élève qui, dans mon école, ça leur parle pas Caïn. Mais là, de temps en temps, tu mets une chanson de Black M, puis c'est des chansons qui connaissent les mots par cœur, c'est des chansons en français, mais ils vont jamais connaître une chanson par cœur, par exemple, de Louis-Jean Cormier, parce que c'est pas ça qui leur parle. C'est ça, Fait que c'est de comprendre aussi leur réalité, puis de comprendre ce qui leur parle de façon quotidienne dans cette francophonie-là. Est-ce que tu sens, parce que tu es animateur culturel, super intéressant que tu apportes ça, donc... comment t'es arrivé là, je pense que je vais te poser la question dans pas grand temps, là, parce que j'aime ça comprendre comment que les gens font le bon là, pour changer de carrière. Mais t'es animateur culturel, sens-tu que des fois,
sais, je trouve ça vraiment passionnant comment tu en parles, mais sens-tu que tout ça est sur un respirateur artificiel, dans le sens où ça prend des gens comme toi qui est capable de coller tout le temps ça ensemble, ou s'il n'y avait pas d'animateur culturel, disons, quand on dit une école, les tu sais, allez-y, puis est-ce que est-ce qu'il y aurait cette je cherche le mot unifié, c'est unicité, on peut ouais, dire, c'est là, ça, mais comme quelque chose de même. tu sais, loin de là de prétendre que l'animation culturelle va sauver l'Ontario français. Si c'est pas nous, ça va être quelqu'un d'autre dans Ouais. le système. Il va y avoir des gens qui sont passionnés de la francophonie. Mais c'est certain qu'il faut trouver une façon de leur donner des référents culturels francophones qui parlent aux jeunes. Parce que le risque avec la francophonie actuelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui font en sorte que le jeune va parler en français. À l'école, il va parler en français. Même pas dans les corridors. Il faut vraiment que tu forces la mise pour qu'il parle en français. En salle de classe, il parle en français, mais ça, c'est s'il parle. Si tu es assis dans une salle de classe et tu écoutes l'enseignant pendant 1 heure, Ouais, c'est ça. tu n'interviens pas, tu parles pas, tu t'écoutes du français, mais tu ne vas pas nécessairement devenir meilleur, puis ça ne va pas diminuer ton insécurité linguistique en quelque sorte. Fait que c'est de créer des occasions de vivre en français. Fait que le rôle de l'animation culturelle, c'est à l'extérieur de la salle de classe. Comment est-ce que tu vas faire pour faire en sorte que l'élève vienne à bout de vivre le plus possible de francophonie en sachant qu'en arrivant chez eux le soir, en retournant travailler à table, à la maison, il ne va pas parler en français. La majorité du temps, ils ont une autre langue à la maison, que ce soit l'anglais, que ce soit le Des fois, le créole. français, c'est une troisième langue aussi. C'est souvent une troisième langue. Fait que c'est la réalité de la chose que tu dois vivre avec cette multiculturalisme-là, là, qui nous entoure tous les jours, là, mais c'est de trouver une façon vraiment de leur parler. Fait que, je suis pas prêt à dire que l'animation culturelle va sauver la francophonie, mais ça fait en sorte au moins que tu trouves une façon de leur faire vivre. Ça l'encadre déjà dans C'est leur ça, de passage. leur faire vivre des occasions francophones. T'aimes-tu qu'est-ce que tu fais? Oui, j'aime vraiment ça. Ça me parle, puis c'est une façon d'avoir un impact concret sur la francophonie ontarienne, la francophonie. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton quotidien, d'être dans l'école, de côtoyer ces jeunes-là, d'organiser des événements pour eux autres? Le fait qu'on fait différentes choses, c'est qu'il n'y a pas une journée que je fais exactement la même chose. C'est une journée, j'ai une activité X, une autre journée, j'ai une autre activité. Puis au final, ça fait en sorte que j'ai différentes activités, puis j'ai réussi à toucher le plus de gens possible. Puis, tu as des gens qui sont déjà vendus, comme dans n'importe quel milieu, sont déjà vendus à la francophonie, mais le travail est à faire avec ceux qui ne le sont pas, justement, ceux qui... Sans perdre ceux qui le sont déjà Mm-hmm. dans le processus, parce que eux, Non, c'est ça. sont déjà avancés. Là. Faut qu'ils restent. Mais dans le fond, comme je disais tout à l'heure, une chanson de Black M va parler à ces gens-là aussi, ou autant qu'à les gens qui sont un peu moins connus, parce que c'est de la musique qui bouge, là, qui entraîne les gens à bouger et à danser. Fait que ça nous permet de ratisser quand même large. Puis le plus de personnes que tu réussis à toucher, le mieux que c'est au final. Tu as fait une émission de radio. Moi, juste parenthèse, j'ai fait de la radio au CHUO avant qu'ils déménagent dans le sous-sol. Avec une émission qui s'appelait Maniaque au micro. Je voulais faire de la radio, et ça me permettait un micro. C'était vraiment le fun. J'ai fait ça pendant quasiment 2 ans aussi. Puis je connaissais rien. Moi, je voulais faire de la radio. Puis c'était ma seule porte d'entrée que je voyais. C'était ça. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Puis tu t'es affilié avec le branding Sous-Sol 819. Parle-moi un peu de ça. Ben, moi non plus, je pense pas que c'est quelque chose qui était planifié en soi. Je revenais de ma maîtrise... Je revenais de la France, j'avais fait ma maîtrise, je m'installais chez mes parents à Rockland en transition pour 2 jours meilleurs là, entre la maîtrise. Puis mon ami était directeur de la programmation francophone à la station, puis il me disait, il y a une émission, il cherche des gens, est-ce que ça te tente de t'impliquer? Je me suis impliqué au début, on était 3 personnes. Parce que l'émission Sous-Sol 819 existait déjà? Existait depuis genre 2 semaines. C'était tout nouveau. Il appartait, puis il avait besoin de peut-être une touche plus musicale, parce que c'était des gens qui étaient vraiment calés, comme culture, art visuel, théâtre, ces choses-là, de danse, mais n'avaient pas nécessairement une connaissance du milieu de la musique francophone. Ce que moi, sans nécessairement prétendre être un expert de la musique francophone, mais j'ai toujours vécu, puis j'ai été très animé par la musique francophone pour avoir été à pas des festivals, mais à des concours comme Granby, j'avais été faire aussi. Les Francouverts, j'avais été les voir. Tu avais été
toi, à Granby, tu étais comme participant. Pas participant, juste Ok. été les voir comme Pandéléon la première fois qu'ils sont Ok, allés, la ouais, deuxième ouais. fois aussi en étant très près d'eux autres. Je joue de la musique aussi. Fait que j'avais quand même les deux pieds Ah, je savais pas que tu jouais de la dans ce musique. milieu-là. Ah. Oui, 2 étages en haut de nous, j'ai genre 5 sets de drums, Ok. puis je vis comme plein d'instruments, mais OK. ça, c'est une autre histoire. Fait que j'ai commencé au début juste une petite chronique ici et là. Puis là, ça a donné qu'une des personnes a quitté l'émission. Fait qu'on était juste rendu 2 à animer l'émission. Fait que là, on se répartissait pas mal égal la tâche, 50-50. On a fait ça pendant un bon 3 ans à 2, avec des collaborateurs qui C'est une venaient, qui animatrice que partaient. tu C'est une avais. animatrice, c'était Cindy avec qui je travaillais. Puis elle, après 3 ans, elle a décidé de quitter l'émission de radio Seul 819. Fait que là, je me suis ramassé à la barre de l'émission toute seule à faire une émission qui avait comme mandat quand même assez, on peut dire, noble. Là. C'était d'unir les deux rives d'Ottawa-Gatineau. On commençait toujours notre émission en disant Bonjour, vous êtes à l'écoute de Sous-Sol 819, votre magazine culturel qui recense l'actualité des deux rives d'Ottawa-Gatineau. Quelque chose du genre. Là. Fait que ça faisait en sorte que nous, notre objectif, c'était d'unir les ponts, c'est le cas de le dire, là, déjà des ponts, mais faire en sorte que les gens d'Ottawa se déplacent du côté de Gatineau pour vivre la culture, vivre les spectacles, vivre les différentes expositions qui sont présentées, et l'inverse également, les gens de Gatineau qui viennent voir le Shankman, qui viennent au CNA, qui viennent profiter des spectacles qui sont offerts. À Ottawa. Puis c'était bilingue. L'animation était faite en français, mais nos chansons, c'était probablement un 45-50, presque 50-50, mais pas nécessairement 50-50. On présentait vraiment ce qui se passait dans la région. J'imagine qu'il y avait un effort francophone, mais on y va avec le beat de l'actualité. Le but d'actualité, la façon dont c'était divisé, on présentait toujours des nouveautés en entrée de jeu, 3-4 chansons pour commencer l'émission. Puis du fait que je m'intéresse beaucoup à la musique francophone, la majorité des nouveautés provenaient de la scène franco-canadienne. De temps en temps, c'était pas nécessairement francophone, mais la majorité du temps, c'était franco-canadien. Puis après ça, c'était vraiment en fonction des artistes qui venaient dans la région. Fait que notre émission était vraiment en fonction de ce qui venait dans la région. Évidemment, s'il y avait un artiste francophone, on présentait l'artiste francophone parce que c'était un peu notre mandat, puis notre milieu plus direct. Mais on présentait aussi des artistes anglophones. Là, contrairement à d'autres émissions qu'il y a déjà eu à CHO, comme on pense à La Chasse, qui, eux, c'était 100% francophone. Nous, on n'avait pas nécessairement ce mandat-là. Mais ça fait en sorte que ça ratisse quand même large, puis nous, on réussit à leur intégrer sur cette plateforme-là du contenu francophone qui est quand même bien, mais qui est difficile dans la région parce qu'il s'en fait pas beaucoup de contenu francophone. Là, il y en a, mais en même temps, est-ce que tout est intéressant Non, c'est ça. à faire un contenu radio avec? T'sais? C'est ça, à faire un contenu radio avec. Puis, sans vouloir rien enlever à Radio-Canada ou à Le Droit, c'est qu'ils parlent à un public spécifique. Puis, des fois, ils vont laisser de côté une certaine tranche de la culture francophone qui parle peut-être plus aux 18-35 ans, mais qui ne se retrouve pas trop souvent à Radio-Canada ou trop souvent dans Le Droit. C'est juste cet aspect-là qui est un peu moins bien couvert dans la région. Il y a beaucoup de couverture mainstream de la culture francophone, mais des fois, on oublie qu'il y a quand même d'autres choses qui se passent dans des bars. C'est le fun d'encourager l'artiste qui est en développement, puis de lui donner des plateformes. C'est valorisant aussi d'être la personne qui lui permet de prendre le micro pour une première fois en entrevue. Définitivement. Puis c'est souvent la seule couverture qu'il va avoir pour lancer un premier projet. Des fois, la seule couverture qu'il va avoir à vie. C'est ça, tout court. On sait jamais. On a vu des projets naître, on a aussi vu des projets mourir la même soirée à l'émission. Mais c'est intéressant. On a fait presque 200 épisodes au courant des 4 années. Puis je t'avoue qu'à la fin, la charge de travail, animer une émission seule, était de plus en plus difficile. On a une vie à l'extérieur de la radio. Puis ça fait en sorte que de faire ta recherche pour trouver ton contenu, d'avoir 1 heure de contenu direct, ça devenait difficile. Puis la dernière année a été relativement difficile de combler toutes les émissions, étant donné que aussi obligations professionnelles faisaient en sorte que je n'étais pas toujours là. Parce qu'animateur culturel, ça demande d'énergie. Ça demande d'énergie, c'est pas toujours des heures fixes. Oui, les heures que les élèves sont à l'école, là, sont de 9 à 3h25, mais tout ce qui se passe après, des spectacles en soirée, des sorties, des camps leadership, c'est ça.
Comme mon mois de septembre cette année, Si tu veux promouvoir un certain lifestyle, il faut que tu le vis d'une certaine façon. Tu le vis aussi. le plus que possible en allant aux événements. Puis... Mais si jamais ça vous intéresse, allez lire là, Apartment, mais aussi Sous-sol 819. On continue de... Il y a des archives de Sous-sol 819 C'est audio? disponible sur Mixcloud si vous cherchez. Au début, on s'appelait Basement 819. Fait que si vous cherchez Basement 819 sur Mixcloud, vous allez trouver pas mal les 180, peut-être 190 épisodes qui sont. Je peux pas dire que j'ai écouté religieusement. J'écoutais sur le web quand j'écoutais. Mais à chaque fois que j'ai écouté une émission de grande qualité, j'ai toujours trouvé vraiment bien ce que vous faisiez, ce que tu faisais. Fait que félicitations pour ton émission. Merci. Je reconnais l'effort parce que c'est bénévole. T'as pas reçu un sou, toi, en faisant ça. Zéro sou. Je pense qu'une fois, ils nous avaient donné 50$ pour écrire un article dans un genre de magazine là, pour un événement quelconque. Mais je te dis, si on dit 50$ sur 200 épisodes pendant 4 ans, on peut faire le calcul assez vite. Là, c'est pas tant d'argent que ça. C'est ça. Parce que le chapeau, c'était bien. Ça t'a amené, toi, à rencontrer des artistes, à parler de culture. Tu as travaillé aussi, fait que Pandaléon. On peut le voir si on te suit sur Instagram. Donne ton compte Instagram. Bob's Barrette, B-O-B. S, Barrette, B-A-R-R-E-T-T-L, si jamais vous voulez vraiment suivre. Vous allez voir, il y a un surrounding, je peux dire, un entourage. Donc, à Pandaléon. Pandaléon, qui est aussi les frères de Catherine Levac. Donc, tu te retrouves à des endroits pas mal de fun, des fois. Ben, ça donne qu'on se retrouve à des endroits le fun. Moi, je suis vraiment... Mes bons amis, par exemple, le batteur de Pandaléon, c'est un de mes vraiment bons amis. Fait que je me retrouve souvent avec lui. Puis, ça fait quand même longtemps que je le connais. Catherine, je l'ai connue à l'université en faisant de l'impro avec aussi. Fait qu'on a réussi à tisser des liens en quelque sorte par après. Là. Mais c'est ça, c'est une de mes amies. Puis, ça donne qu'on se côtoie. Puis qu'on... Que vous chillez de temps en temps. Ben, qu'on fait des activités ensemble. Puis mais comment tu as connu JP, qui est le batteur, JP Levac de Pandaléon? Ben, encore une fois, l'Est ontarien, c'est un milieu assez petit. Moi, j'étais à Rockland. Lui, il allait à Plantagenet. On s'est croisés un été. Je pense que j'étais entre la 11e et la 12e année. Est-ce que vous avez le même âge, les deux? On a le même âge, les deux. Puis, on s'est croisés un été à un party quelconque là, dans l'Est ontarien. Les deux ont joué de la musique. Lui, il jouait des drums. Ça allait cliquer. Puis, depuis ce temps-là, c'est un de mes vraiment bons chums. Puis, on se parle assez religieusement. Là, on se tient en contact. Puis quand il y a des événements, là, contact, Ontario, des choses comme ça. Contact, de temps en temps. Comme, j'ai participé à titre de journaliste longtemps, mais là, en étant animateur culturel, je participe à titre de délégué. Puis lui, il vient à titre d'artiste, fait qu'on en profite pour faire des soirées festives, là, puis profiter un peu de... Mais tu as travaillé avec eux aussi, tu les as poussés là, avec donc Sophie Berriot. J'ai travaillé avec Sophie Berriot. Qui a créé sa boîte ça s'appelait ici Maison d'artistes Berriot. Je savais que c'était Berriot, mais je ne savais pas que c'était Maison d'artistes Berriot. Ben, je pense que je l'avais juste mis comme ça dans mon CV parce que si on dit Berriot, des fois, c'est pas toujours clair. Ouais, mais c'était quelque chose du genre que ça s'appelait. Puis j'ai travaillé avec Sophie pour la dernière tournée d'un point de vue logistique. Parce qu'elle elle bouquait. Elle gérait en quelque sorte là, la carrière ou la tournée de Pandaléon. La dernière tournée a pas mal été bookée par Sophie. Puis au courant de l'été, j'ai vraiment géré l'ensemble des dates qu'il y avait comme d'un point de vue technique, d'un point de vue contact avec les différents festivals. Puis c'est près d'une trentaine de dates. Il y avait eu une bonne été. Ça fait 2 ans de ça. 2 étés, il y avait eu une vraiment bonne été. J'ai assisté au dernier de la tournée, moi, au Shankman. OK, ouais, c'est ça. J'étais là avec mon petit garçon qui avait... il y a 9 ans, il avait 8... C'est l'année passée, ça? L'année 9 ans? Ça fait pas l'été qui vient de passer, c'était comme l'autre avant, en octobre. Bon, il y avait 7-8 ans. Là. Il a vraiment trippé. C'était son premier show rock. Ouais, puis c'était visuellement rock, beau. On s'entend. Ouais, c'est ça, là, mais c'était visuellement beau. Là, rock. Fait que ça, c'était ma première expérience. Je travaillais avec d'autres mondes ici et là. Puis là, tout récemment, à l'école, j'ai travaillé avec une élève de la salle qui a lancé son premier single. Que j'ai réussi à l'encadrer en quelque sorte. On était enregistré avec les frères Levac à leur piole. Oui, c'est Lindsay. C'est ça, Jessie Lindsay, c'est ça. Elle a fait sa chanson Je cherche le Nord, puis on a travaillé là-dessus pour un lancement. C'est le fun parce que faites une petite recherche de Jessie Lindsay. Vous allez avoir plusieurs choses qui circulent sur le web. Elle a sa page Facebook aussi, son Instagram. Donc, c'est une étudiante, c'est une jeune. Oui. Qui a fait le festival Quand ça nous chante, oui? Non? Elle a fait Quand ça nous chante à plusieurs reprises. Là, je pense que depuis le début de son secondaire, ça fait 3 ans, c'est sa 3e année qu'elle fait. Mais elle chante depuis genre 10 ans. Elle a déjà 2 chansons en anglais enregistrées en studio. Okay. Puis là, c'était sa première chanson francophone.
qui avait été chantée à Quand ça nous chante l'année passée, puis qui avait vraiment, comme les gens la chantaient dans les couloirs, Ah après, oui. fait que ça avait été accrocheur. Steph Paquette, il tripait vraiment gros sur cette chanson-là, puis il la chantait dans les jam rooms, puis il l'a chanté, je pense aussi à Winnipeg, à une conférence. Ça l'a vraiment accroché. Peut-être que c'est le thème du Nord qui lui a parlé, Ouais. mais le gars, elle a déjà l'enregistré. Puis au spectacle de lancement, elle nous l'a offert en format quintette, là, avec un ensemble de cordes, violoncelle, contrebasse, alto, 2 violons. Puis c'était elle qui a fait les arrangements de A à Z, mais c'était vraiment, Elle vraiment a l'air bien. assez Là. avancée artistiquement. Elle, Ben, ça est au Centre d'excellence artistique Ouais. de l'Ontario dans la concentration vocale. Fait que ça, c'est le côté voix en quelque Ouais, c'est sorte. ça. Mais elle prend des cours de piano. Je pense qu'elle est rendue grade 8 ou quelque chose du genre. Fait Mais elle a une bonne théorie musicale. je sens, puis moi, j'ai pas pu assister à la soirée où elle a fait son lancement, mais j'ai eu la chance de partager des choses, d'essayer d'encourager comme je pouvais virtuellement. Mais sans l'avoir rencontré, je sens une certaine maturité chez cet artiste-là, un côté déjà business, elle sait où elle veut aller. Puis, je pense que des gens comme toi qui l'encadrent, à l'école, ça doit la motiver et lui enseigner les bonnes façons de faire. Mais moi, je suis du genre, tu sais, j'aime que dans une genre carrière d'artiste, tu prends ton temps pour faire des choses. Puis je lui dis, tu sais, ta chanson que tu as enregistrée là, probablement que dans 5 ans, tu vas l'écouter et tu vas trouver ça comment c'était correct, sans plus. Parce que tu évolues en tant qu'artiste aussi. Ouais. Puis le risque dans ça, c'est de faire attention avec qui tu t'avances dans ta carrière. Des fois, tu peux rencontrer quelqu'un dans ta carrière qui n'a pas nécessairement le bien de ta carrière en tête, qui a son bien personnel avec ta carrière. Puis, il y en a quand même plusieurs. Là. La seconde que tu commences à avoir un peu de talent, il y a des gens qui sont autour de toi. Mais je pense qu'il est assez allumé, justement, elle est conscience de l'importance de sa liberté artistique, puis elle s'assure de pouvoir la maintenir le plus que possible. Puis elle est quand même assez impliquée, elle est représentante de jeunesse sur le CA de la PCM aussi. OK. Elle comprend quand même la game à ce niveau-là. Elle a une puis vision, elle s'en va vers une carrière. elle espère une carrière, comme je pense qu'elle va avoir un plan B. Là, elle s'en va à l'université l'année prochaine, mais elle a définitivement un plan de carrière en tête qui... On oublie souvent qu'un artiste est un entrepreneur. Hein? C'est un entrepreneur, puis elle veut regarder justement le côté business de la chose pour comprendre la réalité. Il y en a plusieurs qui le font vraiment bien. Là. On pense par exemple à quelqu'un comme Yao qui gère l'ensemble de sa personne et de sa vie, puis il le fait quand même assez bien, en plus de gérer d'autres gens aussi en cours de route. Là, mais... Puis de faire des contrats autres que de la musique, exactement. de la communication. Fait il est un produit et il fait sa promise en marché. C'est ça, il est très, très polyvalent. Fait que ça fait une différence dans ces situations-là. Puis c'est une jeune artiste qui va évoluer. On t'écoute ses vieilles chansons, c'est en anglais, puis ça s'écoute quand même très bien. Ouais. Ces 2 dernières chansons étant entourées de quand même des musiciens vraiment bons. Là, c'est entouré avec les frères Levac pour l'enregistrement de Je cherche le Nord avec Marc-Antoine Joly aussi qui a fait de la guitare dans cette pièce-là. Fait que elle s'est bien entourée, elle sait ce qu'elle veut aussi, puis ça apparaît quand tu l'écoutes. Là. Puis elle a quand même plusieurs chansons en banque. Là. C'est certain qu'il faut qu'elle trouve le temps. Puis c'est ça. Comme tu dis, prends ton temps. Prends ton temps, puis... Ça ne va pas tout brûler tout de suite. Là. Puis, comme je dis aussi pour les concours, par exemple, il y a plusieurs concours qui s'adressent à des jeunes francophones. Puis, des fois, c'est mieux d'attendre pour ces concours-là. Tu en connais, on peut en nommer des millions d'artistes qui se sont garochés dans ces concours-là en disant que ça allait les propulser au sommet. Mais souvent, ça fait en sorte que tu gaspilles ta chance. T'sais, en quelque sorte, mettons que tu as 23 ans, tu as déjà vécu plus que quand tu en as 17-18 ans. Tu arrives là, puis tu es pas mal plus prêt. Fait que, comme des concours comme Rond-Point ou des choses comme ça, je lui dis attends, la journée que tu vas arriver, comme on dit, tu vas torcher, puis tu vas démarquer, puis tu vas aller à l'étape suivante. Mais si tu y vas trop vite, tu vas être peut-être bonne, mais ça veut pas dire que tu vas être à ton plein potentiel pour vivre ce genre. Et tu n'as pas la maturité. C'est ça, à un moment donné, il y a un côté mature dans la vie d'être capable de comprendre, d'appartenir des choses, là, puis de savoir qu'est-ce qu'il faut rentrer comme argent, puis les motivations. Il faut faire attention parce que l'appât du gain est là quand même. On dit d'être une bourse de 10 000 c'est plus que 10 000, mais mettons que tu gagnes Granby, tu as une bourse considérable. Si tu gagnes un tel festival, tu as une bourse considérable. Mais c'est que tu brûles des ponts en quelque sorte. C'est ça, quand tu gagnes 10 000 une fois, comparativement à... C'est ça. Ça veut pas dire que tu vas l'avoir non plus, le 10 000, si tu arrives là trop jeune, pas préparé. Puis en même temps, pour la communauté franco-ontarienne, si je peux le dire comme ça, elle gagne de prendre son temps, puis d'arriver, puis de vraiment faire bonne figure quand... Parce que ça fait un bon produit que les gens vont apprécier. Exactement. Quel genre de personne que tu es aujourd'hui, toi, vis-à-vis ça? Comme quand tu te définis dans la vie de tous les jours?
me définir, c'est un grand mot, mais si je me dis, si, admettons, j'arrive à 60 ans, puis je peux dire que j'ai été présent dans ma communauté, j'ai eu un impact dans ma communauté sans nécessairement avoir un impact d'envergure, mais juste le fait d'avoir été membre actif de ma communauté, je vais sentir comme si j'ai réussi mon passage sur Terre, puis je vais l'avoir fait avec d'autres gens autour de moi. Puis que tu as honoré ton arrière-grand-père. Puis j'ai honoré François-Xavier Barrette avec la francophonie, qu'on a exactement la même cause qui nous allume. Ça fait en sorte qu'au final, je pense que c'est ma raison d'être, c'est d'avoir un impact dans ma communauté. Là, je le fais auprès des jeunes en ce moment de la salle, mais je suis aussi membre du CA de l'ACFO, fait que je le fais aussi d'un point de vue organisme communautaire à d'autres niveaux. Puis certainement que je vais finir par me ramasser sur d'autres conseils d'administration au courant des prochaines années. Fait que c'est de pouvoir avoir un impact puis de faire vibrer la culture francophone en Ontario français, mais principalement Ottawa, qui est ma communauté plus immédiate ici, là. Je te connais peu. Je t'ai rencontré ce soir. Je pense que c'est la plus longue conversation qu'on a eue à vie. Oui, je pense que oui. Et puis, félicitations pour ce que tu fais et comment tu contribues. C'est une belle découverte pour moi. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli à la Convo. Merci beaucoup. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Podbean, YouTube et Facebook. Le plus simple, c'est de se rendre sur le site web laconvo.buzzfortin.com. Vous allez y retrouver tous les liens pour vous abonner et écouter les épisodes. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les partager via la page Facebook de Buzz Fortin. Merci d'avoir été à l'écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.